Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur les lois de probabilité. Commençons sans tarder avec un rappel sur un des atouts du programme de l'année de première, c'est-à-dire les variables aléatoires. Car en effet, ce chapitre, vous allez le voir, c'est la suite naturelle du chapitre sur les variables aléatoires. Donc commençons par rappeler ce que c'est une variable aléatoire. Ici, la variable aléatoire dont on parle, dans cet exemple bien sûr, c'est la variable x qui se trouve là. Donc vous avez étudié qu'une variable aléatoire, en fait, c'est un symbole mathématique qui modélise, qui compte, si vous voulez, le nombre d'apparitions d'un certain phénomène qu'on se propose d'étudier. Par exemple, ici, on prend comme exemple le lancer d'une pièce qui peut avoir seulement deux résultats, soit pile, soit face. D'accord? Donc les deux résultats sont symbolisés par P comme pile et F comme face. D'accord? Et avec ce schéma, je suis en train de modéliser le lancer de cette pièce répété 3 fois. Donc vous avez par exemple le premier lancer qui est symbolisé par ces deux possibles issues. Donc logiquement, ce sont pile ou face. Vous avez ici un deuxième lancer. Bien sûr, du coup, il y a 4 issues selon le résultat du premier lancer. Et ensuite, vous avez encore du coup le troisième lancer qui est du coup représenté par 8 issues, parce qu'à chaque fois, du coup, à chacune des issues précédentes, il y a encore 2 nouvelles issues, et ainsi de suite. D'accord? Nous, on va s'arrêter sur juste 3 lancers, mais du coup, j'aimerais juste vous rappeler que les arbres de probabilité pour modéliser la loi binomiale ont ce sens-là et se lisent de cette façon. Du coup, vous avez comme ça, du coup, les 3 lancers, premier, deuxième et troisième lancé. D'accord. Alors, quels sont les paramètres de cette loi binomiale? Eh bien, je vous rappelle, la probabilité, c'est la probabilité de chaque épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est du coup un seul de ce phénomène dont l'issue est succès ou échec. Et donc ici, la probabilité du succès, donc la probabilité d'avoir pile, eh bien c'est un demi, 0,5, logique, parce qu'il y a 2 faces sur chaque pièce. Et le nombre de répétitions, n, du coup, qui se trouve ici, bah, ce sera du coup 3. Donc voilà, nous avons une variable aléatoire qui modélise de cette façon-là ce phénomène. Alors ce qui nous intéresse de faire ici, c'est simplement de faire un graphique qui nous dise quelles sont les probabilités d'avoir 0 succès, 1 succès, 2 succès ou 3 succès. D'accord? Autrement dit, notre but est juste ici de calculer quelle est la probabilité d'avoir x égale à 0, d'avoir x égale à 1, d'avoir x égale à 2 et d'avoir x égale à 3 et de représenter cela d'un point de vue graphique. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Alors, en effet, je vous rappelle, x peut prendre seulement une de ces 4 valeurs. Donc la valeur 0, 1, 2 et 3, parce que x, ici, je vous le rappelle, x, cela compte le nombre des succès. D'accord? Autrement dit, des piles, du résultat pile, parce que j'appelais ça mon succès. Et donc, si je dois remplir ici les branches de mon arbre, c'est à chaque fois un demi, 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 et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir 0 fois le résultat pile? Eh bien, il suffit juste de parcourir l'arbre et de compter le nombre de parcours qui me permettent d'atteindre ce résultat. Alors, x égale à 0, ça veut dire que du coup, je suis en train d'emprunter le chemin face, 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 parce que du coup, ça veut dire que j'ai jamais pile. Et face, face, ça veut dire faire un demi fois un demi fois un demi, autrement dit, 1 divisé par 8. Donc ça, c'est la probabilité. Il y a un seul chemin, donc ce sera ça. Quelle est la probabilité d'avoir une seule fois pile? Alors cette fois-ci, du coup, je dois considérer plusieurs chemins. Regardez, je vais essayer de les compter avec vous. Je vais les compter en utilisant le feutre orange. Du coup, si je vais obtenir une seule fois pile, ce sera du coup, par exemple, ce chemin-là, pile, face, face, d'accord?
ce chemin, il a probabilité 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, donc ça fait 1 huitième. Mais regardons combien de fois je peux faire un parcours comme ça. Eh bien, ça c'est une fois pile, mais je pourrais aussi faire face, pile, face. Bien sûr, c'est logique, j'ai une seule fois pile. Mais je pourrais aussi faire du coup face, encore face ici, et ensuite pile. Donc vous voyez, j'ai 3 chemins, 1, 2 et 3, qui me permettraient d'arriver à le résultat d'avoir une seule fois pile. Et donc ce sera 3 fois, quelle est la probabilité de chacun de ces chemins? Eh bien c'est pareil à chaque fois, c'est 1 huitième, donc ce sera en fait le résultat 3 huitièmes. Bon, ok, d'accord. Et ensuite, j'ai probabilité que x soit égal à 2 piles. Et donc ici, je vais le faire avec encore une autre couleur. Je vais prendre un peu un bleu un peu sombre. Et du coup, je vais prendre par exemple ce premier schéma-là, pile, pile, face. D'accord. Je peux prendre encore pile, face, pile. Ok, logique, logique. Et si je commence avec face, je suis obligé de prendre 2 fois pile, donc pile et pile. Autrement dit, je suis à toujours 3 schémas et chacun a probabilité 1 huitième, donc ça fait 3 huitièmes. Et enfin, probabilité d'avoir 3 fois pile. Alors là, il y a un seul chemin qui est possible. Je le fais en gris, bah, c'est logique. Ce sera du coup pile, pile et bah pile, logique. Du coup, ce sera encore une fois 1 fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 huitième. Regardons si c'est logique. En effet, ces 4 cas, ce sont tous les cas possibles. Donc en fait, j'ai 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième. Et si je fais la somme de toutes les probabilités, ça me fait 1 huitième plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes plus 1 huitième. Et ça fait 8 huitièmes. Donc c'est logique, ça fait 1 parce que comme il n'y a pas d'autres possibilités, bah, avec ce résultat, j'ai obtenu du coup la somme. La somme, ça fait 1, donc effectivement, j'ai fait toutes les possibilités. Ok, maintenant je vous propose de représenter ces résultats sur un graphique. Laissez-moi du coup mettre 1, 2, donc ça c'est 0, hein, bien sûr. Donc 1, 2 et 3. Ça, ce sont les valeurs possibles de x. Et je vais représenter sur les ordonnées les probabilités. D'accord? Alors, comme je sais que les probabilités sont entre 0 et 1, je vais mettre la quantité 1 très 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 loin, très haut. Je la mets ici, d'accord? De toute façon, je sais que du coup, ça c'est 0,5. Ça, ce sera 0,25. Et ici, j'aurai 0,125. Et je sais que 0,125, en particulier, ça correspond à 1 huitième. D'accord? 1 huitième, ça fait 0,125. Et du coup, 3 huitièmes, eh bien, ça fait 0,125 fois 3, donc ça fait 0,375, qui est situé pile ici, 0,375. D'accord? Donc, comme il y a seulement ces deux valeurs, je sais que du coup, la valeur 0,125, elle sera juste là, et la valeur 0,375, elle se situe ici. D'accord? Comme ça, je visualise un peu. Donc, dans ce graphique que j'ai choisi, je vais du coup vous représenter ainsi le résultat. X, elle peut seulement prendre les valeurs entre 0, 1, 2 et 3. Donc, vous voyez, il n'y a pas la possibilité que X soit juste ici au milieu entre 0 et 1, par exemple. Non, ça, c'est pas possible. Du coup, dans cette représentation, je vais prendre X égale à 0. Bah, pour moi, ça va être tout l'espace entre 0 et 1. Eh bien, donc, ça, pour moi, c'est l'événement x égale à 0. Et je vais le représenter du coup avec un petit rectangle de ce type-là. D'accord? Parce que je sais que pour x égale à 0, bah, du coup, la probabilité, c'est 0,125. Ensuite, du coup, si x est situé ici, entre 1 et 2, bah, ça, pour moi, ce sera l'événement x égale à 1. Et du coup, je vais me mettre pile à 0,375 parce que j'avais vu, hein, la probabilité c'était celle-là. D'accord? Donc c'est cette hauteur-là. Je tiens à être précis sur ça. Ok. Ensuite, entre 2 et 3, bah, du coup vous avez compris, hein, ce sera x égale à 2. Et enfin, entre 3 et 4, ce sera x égale à 3. Alors je sais que du coup pour x égale à 2,
Donc, je le représente ici. C'est encore une fois, c'est juste une représentation schématique, mais ça va me servir à faire passer un certain concept. Et ben du coup, je vais représenter comme ça. Et ensuite, je sais que x égale à 3, du coup, la probabilité, c'est 0,125. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors ici, en fait, on a un peu triché, hein, je vous avais dit, parce que vous avez, je pense, compris. Ici, la triche en fait réside dans le fait que je n'avais pas le droit de dire que x il a seulement une valeur. X est égal à 0, 1, 2 ou 3 ou 4, alors qu'ici j'ai représenté les x dans un environnement où clairement l'axe abscisse, il n'y a pas simplement les valeurs entre 0, 1, 2, 3. Non, non, il y a aussi les valeurs au milieu, par exemple 0,5, 0,75, 3,2, voilà. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimerais commencer à sortir du cadre lors duquel x peut seulement prendre les valeurs justement entières, 0, 1, 2, 3, 4. J'aimerais justement élargir votre univers et commencer à concevoir la possibilité que x puisse prendre aussi des valeurs réelles. D'accord? Des valeurs du coup de tout genre, comme par exemple 1,4, 7,6 ou quoi que ce soit. D'accord? Et pourquoi je vous ai représenté du coup ce graphique inspiré du coup par un exemple précédent? Eh bien, je voulais représenter parce que quelles sont les caractéristiques du coup du graphique qui s'affiche ici? Parce que comme je veux généraliser les variables aléatoires, autant partir de ce que je sais sur les variables aléatoires discrètes, autrement dit sur les variables aléatoires qui peuvent seulement prendre un nombre fini de valeurs. Qu'est-ce que je remarque ici? Imaginez de traiter ça comme une fonction. Eh bien, si c'était une fonction, bah, du coup, ce serait une fonction un peu en forme d'escalier qui aurait une allure à peu près comme ça, du coup, avec des sortes de marches qui s'alternent. D'accord? Et qu'est-ce que je sais moi sur les probabilités? Bah, une des choses les plus importantes, je vous l'ai déjà cité, c'est que je sais que, en particulier, si je somme toutes les probabilités, le résultat, ça doit faire 1. D'accord? Et quel est le sens de la valeur 1 dans ce graphique? Eh bien, comme l'espace situé entre 0 et 1, 1 et 2, 2 et 3, et 3 et 4, c'est toujours 1, eh bien, chacun de ces rectangles, de ces 4 rectangles, aura comme R 1 fois 0,125, 1 fois 0,375, 1 fois 0,375 encore une fois, et 1 fois 0,125 encore une deuxième fois ici. Et du coup, l'air total, donc l'air que j'ai assuré en bleu clair, d'accord? L'air total, c'est combien? Eh bien, ce sera 0,125 plus 0,375 plus 0,375 plus 0,125. Ok? Il y a une logique, vous voyez? Je somme juste les aires des rectangles. Et le résultat, c'est 1. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans cette variable aléatoire qui m'est servie d'exemple, si je fais la somme de tous les aires de son graphique, eh bien, je trouve que la somme des aires, ça fait 1. Eh bien, moi, je sais aussi autre chose. Je sais que même si, bien sûr, ici, on est en train de traiter de probabilité, ça devrait vous faire penser au fait que dans cette fonction, l'aire sous la courbe représentative de la fonction que j'obtiens avec cette loi de probabilité, eh bien, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à une intégrale. Parce que oui, je sais que les intégrales, ça représente les aires au-dessus, situées en dessous des courbes. Eh bien, alors, je utiliserai cette idée qu'en fait, ici, je suis en train de considérer l'intégrale de quelque chose. C'est comme si je parlais, vous voyez, de l'intégrale d'une loi. Je vais maintenant éclaircir un peu, mais j'aimerais que vous reteniez qu'en fait, l'idée, c'est juste de dire que les lois des probabilités avec des valeurs qui ne sont pas discrètes, mais avec des valeurs continues, donc x qui peut prendre pas simplement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais aussi 0,7, 0,1, ce que vous voulez comme valeur, eh bien, à la place de parler du coup pour pouvoir généraliser la probabilité, je vais devoir utiliser l'intégration. Bon, après cette longue introduction, je suis désolé, mais j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de me permettre un peu de rappeler des résultats du passé. Je vais commencer avec la première
définition de notre nouveau chapitre, eh bien, qu'est-ce que je vais, de quoi va-t-on parler? Je vais commencer par du coup vous donner la définition suivante. Définition, je vous invite à en prendre note, bien sûr. Définition, si une fonction f définie sur i est un intervalle, et continue et aussi positive, et encore, excuse-moi, j'ai oublié le verbe. Si une fonction f est définie sur i intervalle, si elle est aussi continue et elle est aussi positive, et enfin une autre condition qui est peut-être la vraie nouveauté ici, et si l'aire du domaine comprise entre l'axe des abscisses et CF, la courbe représentative, est égale à 1, alors on dit que f est une fonction de densité. Alors, parfois dans les livres, vous trouverez aussi une densité de probabilité. Probabilité. Laissez-moi vous expliquer. Je sais que là, pour le moment, c'est pas clair du tout. Mais laissez-moi juste venir à analyser le texte que je viens de vous donner. Alors, si vous avez une fonction f qui est, première chose, elle est définie sur i en intervalle. Deuxième chose, elle doit être continue. Troisième chose, elle doit être positive. Mais surtout, la quatrième et plus importante de toutes choses, c'est que l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses, etc., est égale à 1. D'accord? Donc on a, je vous le remarque ici, première chose définie sur i, deuxième chose continue, troisième chose positive, et quatrième chose, l'aire du domaine compris entre l'axe abscisse et la courbe représentative, elle est égale à 1. Alors on dit que f est une fonction de densité. Une fonction de densité, ou autrement dit, si vous préférez, une densité de probabilité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait que cette fonction, elle satisfait les hypothèses pour pouvoir être considérée comme une probabilité de quelque chose. Autrement dit, faisons peut-être un exemple pour éclaircir un peu ce concept. Considérons donc un exemple. Alors, je pense que vous savez ce que c'est un archer. Eh bien, considérons un archer qui essaie d'atteindre une cible avec ses flèches. Eh bien, cette cible, elle a cette caractéristique géométrique d'avoir un rayon égal à 20 cm. Et ici, vous voyez du coup que son diamètre, je l'ai exprimé comme du coup, je l'ai modélisé mathématiquement en considérant du coup un intervalle qui va de moins 20 jusqu'à 20, d'accord? Ici, peu m'importe de l'exprimer en centimètres tant que je sais du coup que la signification de ce dessin, c'est du coup que ici j'arrive à 20 cm et là je suis à moins 20 cm. Et donc le milieu exact, le centre, c'est 0. Alors un bon archer, du coup, a commencé à s'entraîner pour atteindre le centre de la cible, donc la partie rouge. Et au fur et à mesure de ses efforts, on peut modéliser la probabilité que lors d'un tir, il produise du coup un résultat compris du coup entre moins 20 cm et 20 cm avec certitude absolue. C'est-à-dire que lors de chaque tir, l'archer ne rate jamais la cible. Jamais la cible. D'accord? Et cette fonction que je suis en train de vous montrer ici, du coup, c'est une fonction qui nous montre la probabilité d'atteindre du coup la cible. Et comme vous pouvez le voir, même si le repère n'est pas orthonormé, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les deux bords présentent, donc je parle du coup de cette portion ici, en particulier,
les bords, entre guillemets, de la cible, elles présentent une très faible probabilité. Vous le voyez parce que le triangle, du coup, c'est là, en fait, là où les deux angles, à peu près dans ce dessin, c'est 45 degrés, mais du coup, c'est des angles aigus, se trouvent dans ce triangle. Ensuite, vous voyez que, ici, dans cette partie-là, la probabilité augmente. Et du coup, effectivement, comme il y a eu un entraînement pour atteindre cette cible, cet archer, il a quand même plus de probabilité d'atteindre la partie centrale de la cible. Et cette fonction est en train de nous donner cette information. Vous le voyez parce que la partie... parce qu'en fait, la fonction a des valeurs plus élevées vers le centre de la cible, notamment par exemple dans la partie moins 10, 10, qui correspond du coup à la partie vraiment vers le centre de ma cible. D'accord? J'espère que vous voyez un peu cette modélisation, quelle est sa logique. Du coup ici, la fonction... Donc ça, c'est la courbe représentative de f. Donc la fonction f de x représente la probabilité d'atteindre la cible. Ok? Ça, c'est un peu l'idée. Est-ce que je peux être sûr que du coup, il s'agit d'une fonction de densité? Alors, ou si vous préférez d'une densité de probabilité, eh bien je vous présente du coup la partie algébrique, donc l'expression algébrique, excusez-moi, de la fonction f de x. Alors cette fonction, c'est une fonction définie par morceau, et donc elle a deux définitions. Elle est définie comme exactement égale à 1 sur 400 x plus 0,05, si x appartient à l'intervalle moins 20, 0, et moins 1 sur 400 x plus 0,05 si x appartient à 0,20. Et c'est logique parce que du coup, ce premier morceau ici, qu'est-ce que cela représente, ce morceau-là? Ça représente la partie du coup entre moins 20 et 10. Autrement dit, je me situe là. Moins 20, excusez-moi, entre moins 20 et 0, excusez-moi. Donc je me situe là. Et c'est logique que du coup, dans cette partie-là, la fonction f, imaginez de prolonger cette droite que je viens de tracer. Hein. Il doit s'agir du coup d'une fonction affine, et effectivement cette partie-là c'est une fonction affine, et comme elle est croissante, logiquement le coefficient directeur, donc cette partie-là, m, on l'avait appelé comme ça, le coefficient directeur, il doit être positif, et effectivement 1 sur 400 il est bien positif. Dans l'autre partie, cependant, la fonction, elle est décroissante. Ça, je pense que vous le voyez également sans trop de difficultés. Donc, je parle de cette partie-là maintenant. Et bien, donc, entre 0 et 20, la fonction doit être décroissante. Et du coup, il s'agit du coup d'une autre fonction affine. Il s'agit de cette fonction affine-là. Et comme elle est décroissante, cette fois-ci, vous le voyez bien, je pense, son coefficient directeur, m, elle est négatif. D'accord? Donc, cette représentation graphique, elle est cohérente. Alors maintenant, il faut se poser la question, est-ce que la fonction elle est positive? Alors oui, elle prend seulement des valeurs qui sont effectivement, on le voit bien dans le graphique, qui sont situées au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f est positive. Première condition à vérifier, c'est fait. F est défini sur l'intervalle qui nous intéresse, donc l'intervalle i, qui est égal ici à moins 20, 20. Autre chose très importante. D'accord? Troisième chose, f est continu. Est-ce que je suis sûr de ça? Alors ici, je vous assure que c'est le cas, mais il faudrait le vérifier. Autrement dit, nous savons que les fonctions affines sont toutes des fonctions qui sont effectivement continues. Excusez-moi, ici j'avais oublié d'encadrer en bleu la partie entre 0 et 20. Nous savons que les fonctions affines sont continues, donc les deux morceaux sont effectivement continus. Et de plus, leur point de raccord, qui est donc le point rouge que je vous mets juste maintenant, vous voyez ce point-là, ce point où les deux fonctions se croisent, ce point-là, il appartient aux deux fonctions. Donc logiquement, effectivement, elles se touchent en ce point. D'accord? Pour le moment, je ne veux pas trop passer de temps à détailler ça, mais pour le moment, je vous demande de me faire confiance. Et enfin, il y a la condition la plus importante à vérifier. Est-ce que on peut dire que du coup, l'aire entre cette fonction et
l'axe d'abscisse, est-ce que ça vaut bien 1? Autrement dit, est-ce que l'intégrale entre moins 20 et 20 de cette fonction, est-ce que ça, excusez-moi j'ai oublié le de x, c'est très important de le mettre du coup, est-ce que l'intégrale entre moins 20 et 20 de f de x 1 dx est égale à 1? Ça, c'est la question à $1 million à laquelle on va maintenant essayer de répondre et je vais du coup vous expliquer comment on peut y répondre. Eh bien, pour répondre à cette dernière interrogation, je dois du coup faire juste une petite intégrale et croyez-moi, ce n'est pas une intégrale très difficile, voire tout à fait le contraire. Alors, cette intégrale, elle est même très simple. Il suffit juste de faire une petite discussion avant de la résoudre. En effet, je sais que c'est cette intégrale qui m'intéresse, f de x en dx, mais vous voyez, je ne possède pas l'expression de f de x. Au moins, je la possède seulement entre moins 20 et 0 et entre 0 et 20. Alors, ce que je fais, c'est que j'exploite la propriété de Schall. Vous vous rappelez? C'est celle qui me dit que je peux séparer n'importe quelle intégrale, comme, du coup, l'intégrale qui commence au premier extrême de l'intervalle, donc c'est l'extrême moins 20, je m'arrête en 0, j'écris f de x en dx, et j'y additionne l'intégrale entre 0 et 20, cette fois-ci, de f de x en dx. Et quel est l'avantage? L'avantage, c'est que maintenant, je possède l'expression que f a entre moins 20 et 0, et cette expression, du coup, c'est entre moins 20 et 0, je vous le rappelle, c'était 1 sur 400x plus 0,05. Facile. Tout cela, bien sûr, intégré en dx. Et entre 0 et 20, l'expression de la fonction, ce n'est pas du tout la même, c'est moins 1 sur 400x, du coup, plus 0,05 en dx. Et ça, c'est une intégrale vraiment très simple à résoudre. Pour mieux dire, deux intégrales, mais voilà, elles sont tous les deux très simples, parce que je connais quelles sont leurs primitives. Alors, pour la première moitié, c'est 1 sur 400 fois x au carré sur 2, parce que bien sûr c'est une primitive de x, plus 0,5 x, du coup, j'allais oublier, intégré entre moins 20 et 0. Et l'autre, ce sera la même chose, mais avec un moins devant 1 sur 400. Donc, moins 1 sur 400 fois x au carré divisé par 2, plus 0,05 x. Ça, c'est pareil, vous le voyez bien, entre 0 et 20. On procède donc au calcul, et ici on a l'évaluation entre 0 et 20. Alors on commence avec l'évaluation à 0, et du coup ça fait 1 sur 400 fois 0 au carré divisé par 2, donc ça fait 0, plus 0,05 fois 0, donc ça va faire 0. Tout cela, on sait déjà que ça fait 0. Et ensuite on doit y soustraire l'évaluation à moins 20, donc ça fait 1 sur 400 fois moins 20 au carré divisé par 2, plus 0,05 fois du coup moins 20 ici, et ça c'est seulement du coup le premier intégral, d'accord? On va dire que c'est l'intégrale rouge pour y voir plus clair. Et maintenant, je dois y additionner l'intégrale que j'appellerai du coup l'intégrale vert, juste ici, et donc je commence du coup cette fois-ci avec l'évaluation à 20, et donc ça fait moins 1 sur 400 fois 20 au carré divisé par 2 plus 0,05 fois 20. Tout cela, on soustrait du coup la même chose, autrement dit, moins 1 sur 400 fois 0 au carré divisé par 2, plus 0,05 fois 0, et vous savez déjà que tout ça, ça va faire 0. Donc en fait, je vais l'oublier déjà à la prochaine étape, et du coup, ça c'est la partie verte, c'est le deuxième intégral. Voilà. Ok, maintenant je fais le calcul, vous allez voir, tout va se simplifier, il n'y a aucun problème. Déjà, ici, je me retrouve avec, du coup, moins 20 au carré, ça fait 400, donc ça c'est moins 1 sur 400 fois 400 divisé par 2, plus, croyez-moi sur parole pour le moment, mais ici, du coup, comme j'ai deux fois un moins, c'est moins avant la parenthèse, et puis il y a moins 20, du coup, ici ça fait juste plus 1, parce que 0,05 fois 20, ça fait 1. Et dans l'intégrale vert, j'ai du coup moins 1 sur 400 fois toujours 400, parce que 20 au carré, ça fait toujours 400, plus 0,05 fois 20, donc plus 1. Et tout le reste, je l'oublie parce que ça fait 0. Donc ici, tout ce qu'il me reste, c'est alors moins 1 demi, du coup, parce que 400 et 400 se simplifient ici, plus 1, moins 1 demi, parce que 400 et 400 se simplifient également là-bas, plus 1. Tout cela, ça fait, du coup, moins 1 demi, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0, et il me reste juste 1.
Donc vous voyez bien que, en effet, cette fonction f satisfait même la dernière des propriétés que j'avais demandées, c'est-à-dire que l'intégrale sur son intervalle de définition, donc ça fait bien 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça c'est vérifié juste. Toutes les autres également. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça fait effectivement de ma belle fonction f une fonction de densité, autrement dit une densité de probabilité. Dans certains niveaux de texte, encore une fois, vous le trouverez exprimé ainsi. Et ça veut dire que du coup, je peux l'utiliser pour notamment calculer des probabilités. Par exemple, je pourrais me demander quelle est la probabilité que la flèche touche la partie entre moins 10 cm et 10 cm du centre. Et donc, je sais déjà que cela correspondrait à l'air que j'assure en ce moment. Donc, ce serait l'air entre moins 10 et 10. Et donc, la probabilité, ce serait du coup cette probabilité rouge que je suis en train de écrire en ce moment. D'accord? Ça, ce serait du coup l'air. Et ça correspondrait du coup à la probabilité que la flèche touche du coup à une distance du centre comprise entre moins 10 et 10, autrement dit dans un rayon de 10 cm. D'accord? Vous voyez que cet exemple, il n'aurait jamais pu être traité avec les variables aléatoires discrètes, autrement dit les variables aléatoires qui prennent des valeurs finies, parce qu'ici je peux prendre toutes les valeurs entre moins 20 cm et 20 cm, par exemple moins 0,1 cm, ou si vous préférez 15 cm, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'une fonction, et c'est pour ça que j'ai besoin de l'intégration, parce que je dois identifier l'air. C'est l'air qui me donne la probabilité. Attention, pas la fonction. C'est l'air en dessous de la fonction, autrement dit l'air entre l'axe des abscisses et la fonction, et pas la fonction elle-même qui me donne la probabilité. La fonction, elle a le rôle d'être du coup la densité de probabilité. Alors, dans cet exemple, j'ai du coup exploité quelque chose de très important. C'est quelque chose que je vous donne dans la définition suivante du coup, et ensuite on conclura le cours. Définition, la voici. Soit f une fonction de densité sur son joli intervalle i. Ok. On va dire que x suit, je vous rappelle que ça se lit toujours suit. Hein. On va dire que x suit la loi de densité donnée par f. Hein? Donc, on dit cela quand pour tout intervalle de la forme AB inclus dans I. On a que la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre A et B, donc cette probabilité-là, elle est égale à l'aire du domaine D, où D est bien sûr le domaine entre CF et l'axe des abscisses. Autrement dit, la probabilité que x soit compris entre A et B, ça c'est donné par l'intégrale entre A et B de f de t ou f de x comme vous préférez en dt. C'est effectivement ce que je viens de vous dire avec l'exemple. Et c'est vraiment, ça va être la clé pour comprendre tout ce dont on va parler dans ce chapitre. Alors je vous le relis du coup. Si on considère f une fonction de densité, donc qui est définie sur un intervalle i continu, positive, et telle que l'intégrale sur tout l'intervalle de cette fonction
elle est égale à 1, donc tel que encore une fois, l'aire du domaine compris entre la courbe représentative de la fonction et l'axe des abscisses est bien égal à 1. Donc si on a une telle fonction, alors on dit que x suit cette loi de densité, donc la loi donnée par f, quand pour tout sous-intervalle inclus dans le grand intervalle i, on a que la probabilité que x soit donc comprise entre a et b est donnée par l'aire du domaine, autrement dit l'aire entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'attention. On va reprendre le prochain cours à partir de ça. Pour le moment, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.